Alexandrie d'Italie, capitale du royaume universel. Année 650. Toutes les provinces ont envoyé une délégation dans la ville immortelle. Pour rien au monde, elle n'aurait raté ça. La cérémonie d'ouverture des 325e Jeux Olympiques. Autrefois ennemis, tous les peuples du royaume vivent aujourd'hui unis dans un monde en paix, parlant une seule et même langue, le gréco-perse. Alexandre le Grand a rendu tout ceci possible. Il y a 1000 ans, il a imposé sa vision d'un monde universel. En souverain éclairé, il a changé les mentalités au cours de son immense règne qui a duré 80 ans. En son honneur, une immense statue trône désormais sur le mont Palatin. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. Des siècles plus tôt, un petit grain de sable va déclencher une suite d'événements qui va stopper net le rêve d'Alexandre à seulement 33 ans. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en influencer le cours. De la naissance d'un grand empire millénaire à la fin d'une civilisation florissante. Du génie créatif d'une poignée d'hommes à une révolution culturelle planétaire. Des visions totalitaristes les plus sombres, aux grandes guerres les plus effroyables. De la résistance héroïque d'un peuple entier à la volonté sans faille d'une minorité. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. « 336 avant notre ère, le roi Philippe II de Macédoine est assassiné alors qu'il entreprend de fêter sa victoire sur les Grecs. 2 ans plus tard, son fils, Alexandre III, décide de défier le roi des Perses sur son propre territoire. 328 avant notre ère, Alexandre III, désormais appelé Alexandre le Grand, s'entête à vouloir repousser les limites du monde connu. Ces 3 événements, intimement liés, sont les points clés d'une des aventures humaines les plus passionnantes. Voyons laquelle. De nos jours, le monde compte environ 200 pays. La moitié sont des démocraties. Les hommes y naissent libres et égaux en droit. Ils s'expriment librement et choisissent leurs dirigeants. Pour ses habitants, ces droits sont naturels et ils sont prêts à se battre pour les conserver. Mais il fut un temps où l'idée même d'égalité n'avait jamais été formulée. Une époque où seule une poignée d'hommes rêvait d'un monde libre. Cette époque, c'est l'Antiquité. Les bases de notre civilisation y ont été construites. C'est le temps des philosophes, des guerriers légendaires et des grandes épopées. En 350 avant notre ère, le monde méditerranéen est dominé par 2 peuples que tout oppose, les Grecs et les Perses. La Perse est immense, ses richesses fantastiques et son art raffiné. Elle est gouvernée par des seigneurs locaux obéissant à un grand roi. Il dirige des régions de cultures différentes, mais prend soin de respecter les coutumes locales. Sous son administration se développe un vaste réseau de communication et d'irrigation. L'autorité du grand roi est absolue. Le bien de l'Empire passe avant tout le reste. La Perse, c'est le roi. Un monde étrange pour les Grecs qui y voient un système barbare. En Grèce, au contraire, chaque cité est indépendante. Athènes, Sparte ou Thèbes se gouvernent seules et sont régulièrement en guerre les unes contre les autres. En Grèce, la nation n'existe pas. On est athénien avant d'être grec. Chaque cité est un laboratoire d'idées où des philosophes s'interrogent sur la meilleure façon de gouverner. La Grèce, c'est la cité. En Perse, un homme ne compte pas. En Grèce, il est au centre de tout. Les 2 peuples ne peuvent pas se comprendre. Alors, ils s'affrontent.
Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements, les modifier pour réécrire l'histoire à l'infini. Les Athéniens ont inventé la démocratie. De tous les systèmes qu'ils ont essayés, c'est pour eux le moins mauvais. Cependant, il est très différent de notre démocratie actuelle. Imaginons que nous transposions le système de la Grèce antique à nos villes d'aujourd'hui. New York, par exemple. La mégalopole serait totalement indépendante. Les habitants se sentiraient new-yorkais avant d'être américains. La ville aurait sa propre armée et ne reconnaîtrait pas l'autorité du président des États-Unis. Elle choisirait sa politique, sa monnaie et son programme scolaire. Elle serait régulièrement en guerre contre Dallas ou Los Angeles. Elle n'accepterait une alliance avec ces villes qu'en cas de danger imminent. Tous ses citoyens seraient libres et égaux en droit et auraient la possibilité de proposer et de voter des lois. Tous ses citoyens, pas tous ses habitants. Car dans la Grèce antique, pour être citoyen, il fallait non seulement être un homme, ce qui élimine la moitié de la population, mais aussi être un homme libre, pas un esclave, et bien sûr, ne pas être un étranger. De plus, il fallait être riche pour ne pas avoir à travailler et pouvoir participer au débat politique. Transposé à notre époque, seulement 2% de New-Yorkais seraient donc considérés comme des citoyens. Ce n'est pas vraiment l'idée que l'on se fait de la démocratie. À l'époque grecque comme aujourd'hui, le système est imparfait. Il reste encore du chemin avant que tout être humain se voie véritablement offrir les mêmes chances. Reprenons. En Grèce, les cités sont divisées. La Perse y veille. Elle convoite depuis longtemps les terres grecques et l'histoire des deux pays est riche en batailles épiques. Marathon, les Thermopyles, Platée, Salamine. Par 2 fois, l'Empire perse lève une immense armée et envahit la Grèce. Par 2 fois, les cités grecques mettent de côté leurs désaccords pour combattre ensemble un ennemi supérieur en nombre. Ces invasions provoquent chez les Grecs une haine profonde des Perses et ils rêvent de revanche. C'est à ce moment que le roi Philippe II entre en scène. Il n'est pas grec, mais macédonien, un peuple toléré par les Grecs. Les Macédoniens ont le droit, par exemple, de participer aux Jeux Olympiques. Philippe II a un projet, mettre fin aux guerres entre les cités grecques, doter la Grèce d'un pouvoir central fort, puis envahir la Perse. Ni plus, ni moins. Après des années de combat, il atteint ses 2 premiers objectifs. Les cités grecques cessent les querelles et finissent à contre-cœur par reconnaître son autorité. Philippe a usé de ses 2 armes favorites, la ruse et la force. Il peut enfin se tourner vers la Perse et faire payer l'affront. Philippe ne craint rien, ni personne. Il ne porte pas son armure en permanence. Sous les yeux de son fils, Alexandre, Philippe II est assassiné par un garde royal. Est-ce une vengeance personnelle? Est-ce un complot? La vérité s'est perdue à travers les siècles. À la mort de Philippe, Alexandre III devient le nouveau roi. Il a seulement 20 ans et la Grèce entière se pose la même question. Le jeune homme sera-t-il à la hauteur de son père? L'union fait la force. Analysons les batailles entre Perses et Grecs. Le constat est clair. Sur le champ de bataille, l'armée grecque domine. Les Grecs expliquaient cela par leur simple supériorité sur les autres peuples. Explication flatteuse, mais fausse. Les véritables raisons se situent comme toujours dans l'entraînement, la discipline, la qualité de l'équipement, l'expérience et l'esprit de corps. Mais surtout, la stratégie militaire. Là où les Perses se battent sans véritable cohésion, les Grecs se battent ensemble, dans des formations appelées phalanges. Ce sont des groupes compacts,
armés de longues lances et formant un mur de boucliers, une muraille hérissée de piques. Quand la phalange avance droit sur l'ennemi, rien ne peut l'arrêter. Rien, à part une autre phalange. Face à un ennemi supérieur en nombre, les phalanges peuvent tenir une ligne de front, mais elles ne peuvent pas remporter la victoire à elles seules. Elles sont accompagnées d'une cavalerie lourde sur leurs flancs, dont le but est de prendre l'ennemi à revers. C'est la fameuse tactique du marteau et de l'enclume, encore enseignée aujourd'hui dans les académies militaires. 2000 ans plus tard, c'est en se servant d'une technique similaire que les Zoulous écraseront les Anglais au cours d'une bataille. Les troupes britanniques étaient pourtant armées de fusils. Même les meilleurs soldats peuvent perdre s'ils sont mal commandés. Philippe était un excellent général. Mais qu'en est-il d'Alexandre ? À la mort de Philippe, les cités grecques pensent qu'elles vont retrouver leur liberté. Grave erreur de jugement. Même si Alexandre est très jeune, il a déjà l'âme d'un conquérant. Tout comme Philippe, il excelle dans l'art de la guerre et tout comme son père, il peut boire à l'excès et se mettre dans des colères noires. De sa mère Olympias, Alexandre a hérité son esprit calculateur et ambitieux. Mais il sait prendre le temps de la réflexion, d'autant que dans son adolescence, il a suivi l'enseignement du célèbre philosophe Aristote. Alexandre est un guerrier inépuisable, curieux de tout, capable d'infinie tendresse comme d'effroyable colère. Il endosse sans sourciller son rôle de roi. Quand la cité de Thèbes se révolte, Alexandre réagit aussitôt avec autorité. Thèbes est vaincue et entièrement rasée. Message parfaitement reçu par les autres cités grecques. Il n'y aura pas de nouvelle révolte. Tout le monde rentre dans le rang. Comme l'avait rêvé son père, Alexandre peut alors se tourner vers la Perse. En 334 avant notre ère, il traverse la mer et se jette sur l'Asie mineure. En mai, c'est le premier affrontement face à une armée perse, la bataille du Granique. Comme toujours, Alexandre chevauche en première ligne à la tête de sa cavalerie d'élite. Entouré d'ennemis, il est blessé, mais son fidèle protecteur, Kleitos, le sauve de justesse. L'épopée aurait pu s'arrêter là, mais il n'en est rien. Alexandre continue sa marche irrésistible, Milet, Halicarnasse, la titanesque bataille d'Issos où il défait une première fois la formidable armée de Darius, le grand roi perse, qui prend la fuite. Il prend l'imprenable Tyr, puis envahit l'Égypte. Là-bas, il fonde Alexandrie et se proclame pharaon. Il parcourt ensuite la Syrie, traverse l'Euphrate et le Tigre. Le 1er octobre, Alexandre retrouve sur sa route l'armée perse du roi Darius. Inférieur en nombre, face à une armée gigantesque, les phalanges grecques encaissent le choc suffisamment longtemps pour permettre à Alexandre et sa cavalerie lourde de foncer droit sur Darius au cœur de l'armée ennemie. Un 1 contre 100, en une charge épique, Alexandre arrive presque au contact du grand roi qui abandonne le champ de bataille. La Perse, c'est le roi. Si le roi fuit, l'armée aussi. C'est la débandade. Fin octobre, Alexandre rentre dans Babylone, puis prend et détruit Persépolis. Darius en fuite est assassiné et livré au jeune roi. La victoire est totale. L'Empire perse vient de changer de maître. Pour parvenir à la victoire, Alexandre a dû se montrer intraitable. Prisonniers exécutés, ville détruite. Mais une fois vainqueur, il respecte les coutumes des vaincus, maintient l'administration en place et va jusqu'à enrôler des Perses dans son armée. Il se montre extraordinairement clément. Trop, d'un point de vue macédonien. Dans son enfance, Aristote lui avait enseigné de se comporter en égal avec les Grecs, mais en maître avec les barbares. Alexandre choisit une nouvelle voie au risque de se faire des ennemis dans son propre camp.
les soldats grecs se battent désormais aux côtés des soldats perses. Pour vaincre, la force ne suffit pas. Là où ses généraux ne voient qu'une simple campagne militaire, Alexandre voit plus loin. Il imagine un monde uni, sous son autorité, où chacun vivrait en paix. Alexandre ne veut pas détruire l'Empire perse, il veut juste en prendre le contrôle. Mieux, il veut le fusionner au monde grec pour former un monde universel. Une vision révolutionnaire pour certains, complètement folle pour beaucoup. Car depuis les premiers pas de l'humanité, chaque peuple s'est immanquablement considéré comme supérieur aux autres. Et les Grecs n'échappent pas à la règle. Avançons un peu jusqu'au XIXe siècle. Les Britanniques sont à leur tour confrontés aux mêmes questions. Leur immense empire englobe une grande diversité de peuples. Mais à la différence d'Alexandre, il n'est pas question de fusionner dans un esprit d'universalité. Il s'agit d'imposer un modèle aux vaincus. Le racisme moderne selon lequel certains hommes se pensent naturellement supérieurs à d'autres date de cette époque. Les Britanniques du XIXe siècle n'ont rien à envier à certains Grecs de l'Antiquité, convaincus de leur supériorité sur les Perses. Et pour ces Grecs-là, Alexandre va beaucoup trop loin. On commence à regretter l'époque de Philippe, le père d'Alexandre. Avec lui, les choses auraient été plus simples. Persépolis détruite et Darius mort, on aurait soumis le peuple perse avant de rentrer au pays porté en triomphe. Mais pour Alexandre, l'aventure ne fait que commencer. Il a soif de conquête encore et encore. Il y a ce vaste territoire là-bas, à l'est. Et à l'ouest, la Méditerranée reste à conquérir, et ce jusqu'aux colonnes d'Hercule. Rien n'est inaccessible, tout est possible. Le roi des Macédoniens, désormais pharaon d'Égypte, et grand roi des Perses, se considère l'égal des dieux. Parménion, grand général de la génération de Philippe, est de plus en plus virulent dans ses critiques. Il le paye de sa vie. De plus en plus critiqué, Alexandre commence à voir des traîtres partout, et il a peut-être raison. Au cours d'une soirée de beuverie typiquement macédonienne, un homme s'emporte, pas n'importe qui, Kleitos, l'un des plus fidèles lieutenants d'Alexandre, celui qui lui a sauvé la vie quelques années auparavant. En public, Kleitos regrette l'époque du roi Philippe. Il critique la présence des barbares perses aux côtés des nobles grecs. Il va jusqu'à insulter le roi. Alexandre, fou de rage, tue Kleitos de ses mains et regrette aussitôt son geste. Fidèle à son rêve de monde universel, Alexandre épouse une femme perse. Il demande à 10 000 de ses hommes de faire de même. Le roi des Macédoniens s'habille à la mode asiatique, incorpore d'anciens soldats de Darius dans son armée, et ce jusque dans sa garde rapprochée. Ses proches lui demandent de s'arrêter là. Ses généraux l'implorent de donner un repos mérité à ses hommes. Alexandre pourrait revenir un temps en Macédoine, rassurer son peuple, puis il pourrait lancer une nouvelle campagne vers l'ouest et l'Italie. Mais le monde ne s'arrête pas là, et envers et contre tous, Alexandre décide d'aller encore plus loin. Désormais, il veut conquérir l'Inde. Le sort en est jeté. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Que se serait-il passé si Alexandre avait décidé de faire demi-tour et de rentrer en Grèce? À cet instant, il bénéficie d'une aura immense, d'un trésor de guerre monumental, de la meilleure armée du monde et d'une soif de découverte insatiable. Il n'aurait pas pu se satisfaire de la Perse. Il aurait certainement conquis le reste de la Méditerranée, Italie, Gaule, Espagne, Afrique du Nord. Les cultures grecques et perses se seraient mélangées à celles des Celtes et des Latins.
l'Empire romain n'aurait jamais émergé. Notre monde actuel ne serait pas gréco-romain, mais gréco-perse. Un monde universel, comme Alexandre en rêvait. Plus proche de nous, un autre homme a été confronté au même type de choix. Après avoir mis l'Europe à genoux, Napoléon a longuement pesé le pour et le contre avant d'envahir la Russie à la tête de sa grande armée. Un choix qui a finalement causé la chute de son empire. Revenons à Alexandre. À Parménion, qui lui aurait dit « Si j'étais Alexandre, je m'arrêterais là », le roi aurait répondu « Moi aussi, si j'étais Parménion ». Chez les philosophes grecs, le kairos est l'art du bon choix au bon moment. Mais pour cela, il faut savoir distinguer persévérance et obstination. Alexandre fait-il le bon choix en poussant ses armées jusqu'en Inde ? La campagne de l'Inde est celle de trop. Depuis la Grèce, l'armée d'Alexandre a déjà parcouru 15 000 kilomètres. Ces hommes se battent désormais parce qu'ils le doivent, mais le cœur n'y est plus. Après la bataille de Lydaps, malgré une énième victoire, l'armée, las des combats, nostalgique du pays, refuse catégoriquement de continuer. Même les vétérans n'en peuvent plus. La mort dans l'âme, Alexandre ordonne le retour. Un voyage qui sera long et difficile. Meurtri par la mort suspecte de son plus fidèle ami, Alexandre est touché par la fièvre au printemps 323. Dans la nuit du 10 au 11 juin de l'année 323 avant notre ère, Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand, s'éteint. Il était à la tête du plus vaste empire jamais bâti à cette époque. Il n'avait que 33 ans. Sous le choc, ses généraux sont perdus. Alexandre a bien un enfant, mais il est trop jeune pour gouverner. Alors, qui doit commander? Qui doit occuper ce vide immense? Très vite, chacun cherche à profiter de la situation. Les anciens frères d'armes finissent par s'affronter. Les généraux d'Alexandre vont se déchirer son empire. Il n'en restera rien. De cet éclatement naîtront de grands royaumes, mais aucun ne sera assez fort pour contrer une puissance montante. De l'autre côté de la Méditerranée, sur le mont Palatin, au cœur de la lointaine Italie, une jeune cité est vouée à un grand avenir. Mais ceci est une autre histoire. Au final, qui était Alexandre? Pour les uns, un tyran sanguinaire. Pour les autres, un conquérant humaniste. Cette page d'histoire s'est écrite il y a plus de 2000 ans. Elle nous est parvenue grâce à des témoignages ayant traversé les âges. Plusieurs fois, ces textes ont failli disparaître. Certains d'entre eux se sont perdus à jamais. Parfois fantasmés, souvent exploités par la propagande, retranscrite à de nombreuses reprises, l'histoire de nos ancêtres a été modifiée et altérée par des générations d'êtres humains. C'est à l'historien de chercher la vérité. Comme un enquêteur, il doit retrouver les informations, démêler le vrai du faux, rester le plus neutre possible. Travail d'autant plus difficile que l'histoire est en mouvement perpétuel. Notre avis sur les événements évolue au fil des découvertes et surtout en fonction de notre point de vue. Pendant la guerre d'indépendance américaine, par exemple, les Britanniques considéraient les colons en révolte comme des rebelles. Eux se qualifiaient de patriotes. Lors de la Révolution française, le roi Louis XVI appelait émeutiers ceux qui se battaient côte à côte sous le nom citoyen. La guerre d'Irak, elle, est perçue comme une guerre de libération au nom de la démocratie pour les uns. Pour les autres, c'est une invasion illégitime destinée à s'emparer de ressources pétrolières. Les faits sont les mêmes, mais les interprétations changent radicalement en fonction des points de vue et des intérêts. Alors, qu'en est-il d'Alexandre? Tyran ou humaniste? Au fil des siècles, beaucoup ont choisi de voir en lui un guide grâce auquel ils ont osé vivre leur propre voie.
En son nom, les choses les plus folles et les plus ambitieuses ont vu le jour. Son image a traversé les siècles et nous inspire toujours aujourd'hui. Alexandre le Grand, le conquérant invincible qui est allé au bout du monde. L'homme qui a uni les peuples par sa seule volonté. Peut-être, après tout, est-ce là le plus important de ses héritages.